il s'est déjà installé, l'invité du jour, Malik Touré, il est analyste économique. Avec lui, on va commenter les conséquences économiques de ce drame survenu du côté de Koronti. Monsieur Touré, bonsoir. Bonsoir, monsieur Abaka. Merci d'avoir accepté notre invitation. À votre droite, Lamine Monument Sissé, notre spécialiste maison des questions économiques. On lui donne l'honneur de vous poser la première question. Oui, d'accord, merci. Et on passe parce qu'il y a un magazine, magazine, Émergence, qui prépare la deuxième édition. Le dernier numéro, il est déjà dans les kiosques. Le 28e. D'accord, bravo. Alors, on passe sous silence les conséquences économiques de cette catastrophe, de cet incident qui a eu lieu à Kaloum. Et pourtant, elle est beaucoup plus importante. Alors, dites-nous à ce jour, à quoi on peut s'attendre dans l'immédiat. Merci pour cette question. Je pense que élevez un peu la voix pour que le débat économique sur la question fortement est occulté en raison du choc intérieur de la catastrophe que nous vivons et que de la mauvaise approche plutôt. Non, on peut en avoir aussi cette autre approche que de dire que compte tenu de ce choc intérieur, il a fallu gérer des situations beaucoup plus urgentes, notamment au niveau des dégâts humains. Des dégâts humains, je pense que... L'émotion ne doit pas gagner l'État. Non, ce n'est pas de l'émotion. En réalité, le système sanitaire s'est montré assez résilient pour mitiger en fait les premières victimes. Donc, nous avions aujourd'hui un système sanitaire certainement qui manque assez de moyens, mais qui a démontré sa robustesse pour mitiger déjà les premières victimes. Si on ne peut pas le passer aussi sous boiseau, c'est des choses aussi à dire. Maintenant, pour la question économique en tant que telle, parce que pour évaluer en réalité l'impact négatif d'un tel choc économique sur les activités économiques en tant que telles, il faut du temps. Il faut du temps parce qu'il faut des mesures d'impact, il faudrait voir en réalité qu'est-ce que ça a impacté, parce qu'il s'agit d'un dépôt de carburant, donc du plus grand centre d'approvisionnement en hydrocarbures dans notre pays. Et cela ne peut pas se faire de manière aussi rapide. Il faut attendre, il faut vous donner du temps. Mais déjà, les signes visibles montrent effectivement qu'il y a une sorte d'inflation adaptative, une sorte d'inflation adaptative qui consiste justement à répercuter déjà sur les prix. Les conséquences futures finalement de la hausse des carburants, du prix des carburants, qui devait surgir naturellement quelque part des zones de cette explosion, parce que nous sommes en face quand même de destruction de plusieurs tonnes métriques de litres de carburant, donc dont il faudrait mitiger le risque sur le marché intérieur. Donc nous avons peur de stock intérieur, de sécurité qui peut finalement remplacer ce qui a été perdu. Donc nous sommes en face des problèmes pratiques comme naturellement les mesures d'atténuation prises par le gouvernement, notamment de fermeture des stations, contribuent à la pénurie justement de ce carburant qui est un intrant assez essentiel pour le transport. Pour le transport déjà hier, sur le tronçon Lambagny-Kipé, le prix du transport avait doublé. Donc en dehors des aspects purement économiques, il faudrait aussi lancer des appels aux populations à un peu plus de civisme. Mais au-delà de l'augmentation du prix du carburant, qui est une évidence depuis le lendemain de l'incendie, oui. Alors il y a la fermeture qui a été décrétée, qui a été décidée et qui est encore maintenue du port autonome de Conakry. Donc les importations à ce niveau sont suspendues, entraînant forcément un impact sur les recettes déjà très, très saugrenues des douanes. Et puis, donc, l'exportation des produits miniers qui passent par le port autonome de Conakry et les taxes induites. Donc, on sait tout ça. Est-ce que ce n'est pas des conséquences immédiates dont on n'a pas besoin d'une évaluation pour le savoir. En fait, il faut distinguer. Il y a aussi le fonds d'entretien routier qui tire l'essentiel de sa ressource de la structure du prix du carburant. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 2-3 jours, le carburant il n'est pas vendu. Ce qui est vendu, c'est ce qui est encaissé. Et donc, si le fonds d'entretien routier finance des infrastructures, des travaux routiers qui sont payés à travers la vente du carburant. Les mesures d'impact, naturellement, devraient tenir compte de tous ces éléments de coût que vous venez de signifier. Et cela fait partie de la gestion de l'impératif sécuritaire.
l'impératif sécuritaire ne se négocie pas à ce niveau. Nous sommes à des niveaux très stratégiques. Le port est à proximité du grand dépôt et apparemment, selon les informations que nous avions, nous étions au cœur d'un dépotage. Donc il a fallu la prise de disposition que le navire s'en aille avant que la catastrophe ne s'élargisse. Donc l'État en la matière prend déjà des mesures idoines dans cette matière parce qu'il faudrait sécuriser. Il faudrait sécuriser avant de parler justement. Pour limiter les dégâts. Pour limiter les dégâts. Ouais. Donc nous sommes en train de gérer ces impératifs sécuritaires. C'est vrai que l'impact ne sera pas négligeable sur déjà les recettes fiscales qui sont assez très fragiles parce que c'est-à-dire cet incendie sur ce dépôt entraînera forcément une baisse de l'activité économique. Et cette baisse de l'activité viendra fragiliser encore le niveau de recettes, le niveau de mobilisation de recettes fiscales. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas faire l'économie cette fois-ci justement d'une relance qui serait une relance ciblée, qui ne serait pas un saupoudrage à tout instant. Il faudrait regarder véritablement les secteurs qu'il faudrait soutenir, les entreprises qu'il faudrait soutenir, les populations sinistrées sur qui il faut justement cibler les aides pour ne pas que la crise conjoncturelle se transforme en crise structurelle de longue portée. Alors, les conséquences que vous avez évoquées, que ce soit celles liées à la hausse conséquente du prix du carburant, que ce soit celles liées à la fermeture du port, ce sont des conséquences immédiates. Alors, est-ce qu'il y a des conséquences plus lointaines auxquelles on peut s'attendre en rapport avec cet incendie? L'incendie d'un dépôt de cette importance produit toujours des conséquences. Il y a déjà la perturbation de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises qui dépendent fortement de carburant, des intrants pétroliers, sont fortement impactées. Il y a une situation de pénurie qui s'organise, aggravée par les mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Et cela, naturellement, a une double conséquence parce que jusqu'à présent, on ne sait pas exactement quel serait le prix futur du carburant. Parce que toute la question se pose là-dessus. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que, si le carburant est en circulation au-delà des aspects sécuritaires, est-ce qu'on ne serait pas à des prix historiques qui seraient très élevés du fait d'une inflation adaptative? C'est ça la question. Donc il faudrait saluer justement cette mesure qui, même si elle a organisé la pénurie, mais a calmé un peu la surchauffe inflationniste qui pouvait être exercée sur les prix du pétrole, sur le prix du pétrole, sur le prix du carburant, du fait de cette situation. Les autres conséquences viendront, notamment, il en a parlé, M. Monyouma, c'est les recettes fiscales qui vont être impactées, mais aussi les questions liées à l'emploi. Les questions liées à l'emploi, parce qu'une baisse de l'activité économique des entreprises entraîne fortement, c'est-à-dire conséquemment, le chômage qu'il faudrait mitiger. Et il y a aussi le risque de réputation du pays face à la gestion, quelque part, disons, des catastrophes environnementales, des catastrophes c'est-à-dire de cette ampleur, qui peut décourager aussi les investisseurs, qui peut avoir aussi un impact sur l'économie. Donc voilà un ensemble de choses sur lesquelles justement le prochain nous dira le plus. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'inflation adaptative, c'est dans l'immédiat. Est-ce que, à la longue, certainement, et ça peut avoir une pression sur le change avec les infrastructures qui ont été essoufflées, fortement endommagées, qu'il faut réhabiliter, et donc les contrats vont être passés et les entreprises auront besoin bien évidemment d'importer des choses. Est-ce que ça peut jouer sur cette embellie de l'économie avec l'inflation et le taux de change maîtrisé? À la longue, on n'a pas la même lecture. Hein, de... Non, lui, vous posez une question. Voilà, justement, parce que vous parlez d'embellie, je n'ai pas le même constat. Il n'y a pas d'embellie. Je n'ai pas le même constat. Il n'y a pas d'embellie. On peut en discuter. Pourquoi il n'y a pas d'embellie? Je ne pense pas. Ça, c'est important. Il peut déjà répondre à la première question. De passage, il peut répondre à ça de passage. Donc, allez-y. C'est vrai que les fondamentaux économiques sont très bons. Sur les 5 dernières années, nous avions en moyenne un taux de croissance de 4,5%. C'est très bon, mais cela a été soutenu par un secteur minier qui est une sorte d'enclave minière. Donc la croissance qui est une sorte
enclave, c'est une enclave minière, c'est Bouquet. Ouais. C'est Bouquet qui soutient la croissance. On va dire que c'est une enclave minière. Donc, ce qui veut dire que nous sommes en face d'une croissance qui est fortement capitalistique, dont ce qu'on appelle ici le contenu en termes d'emploi est très faible parce que le secteur minier emploie peu. Et le secteur qui emploie le plus, c'est le secteur informel, le secteur agricole, qui n'est pas fortement... qui est aussi un secteur capitalistique. Donc, vous voyez bien que la croissance est très pauvre. C'est pas soutenu. Donc, c'est pour ça que nous avions un conflit de répartition très fort, un débat sur le conflit de répartition qui est très fort au sein de notre société, du fait des inégalités, du fait de la pauvreté envahissante, à côté, quelque part, disons, d'une croissance économique dont on dirait qu'il pourrait participer de la richesse publique. Donc, il y a un hiatus. Il y a un décalage. Il y a un hiatus entre ce qu'on appelle le niveau macroéconomique, où les fondamentaux économiques sont très bons, et le niveau microéconomique, où le panier de l'argent pâtisse. Donc, c'est pourquoi il y a 2 ans, au terme d'un programme nommé Prospérité partagée, des instances comme l'ANIES ont été créées pour pouvoir atténuer un peu les effets et sortir de l'extrême pauvreté. Donc voilà la première réponse à la question. Pour revenir un peu. Vous êtes satisfait? Pour revenir un peu. Allez-y. Oui, c'est un débat. C'est un débat. C'est un débat. Non, il aime le débat. C'est un débat. Non, c'est un débat. C'est un débat. Il aime bien. C'est un débat. Non, c'est un débat. Allez-y. Non, c'est pas la polémique. Allez-y. Non, c'est pas la polémique. Non, ça, c'est pas la polémique. Allez-y, oui, d'accord. Non, en fait, pour revenir. L'économie. Chacun a sa lecture. Au-delà des chiffres, c'est une question d'analyse personnelle. Il y a l'analyse des données qui est constante, mais la compréhension. L'appréciation, elle est personnelle. Donc, il apprécie. Oui, bien, il apprécie à sa façon. Donc, il y a les données, il y a l'appréciation qui est faite. Maintenant, l'interprétation, il veut donner du sens certainement aux chiffres, puisque les chiffres, on le dit souvent, sont muets. Il faut quelqu'un qui fait parler. Qui les fait parler. Qui les fait parler, justement. D'accord, allez-y. Bon, on laissera cette partie donc. Dites le contraire. Non, je ne suis pas en désaccord avec ça parce que les chiffres sont ce qu'ils sont. Il faut en parler, il faut l'interpréter. Donc ça dépend de la philosophie, du rapport qu'on a face à cela. Donc c'est pas forcément des choses qui... un chiffre ne traduit pas un discours d'autorité. Voilà, très bien. Donc pour revenir à votre question, vous dites que... les mesures de reconstruction, parce que vous allez sur cette question, les aspects liés à la reconstruction, voilà. Mais justement, la tension que cela peut exercer sur les prix, c'est ça votre question, parce que vous faites liaison à l'inflation, parce qu'il y a une forme je l'appelle l'inflation adaptative c'est-à-dire au-delà de cette inflation adaptative pour dérégler un peu ce que moi j'appelle et beaucoup d'autres appellent embellir dans le domaine macroéconomique en Guinée, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable que l'inflation que tout ce qu'il y a là, les conséquences puissent créer un dérèglement, voilà. Donc ça dépend de la manière dont le rapport que nous avons vis-à-vis de toutes ces questions. Parce que, je disais tout à l'heure, la crise conjoncturelle pourrait se transformer en crise structurelle si des mesures ciblées ne sont pas prises, justement, pour recapitaliser les entreprises qui vont subir des pertes sèches à partir de cet accident. D'accord? C'est les entreprises du secteur, notamment les pétroliers, notamment les transporteurs, et notamment toutes les sociétés qui ont pour principal intrant le carburant. D'accord? Et aussi la population sinistrée. La population sinistrée aujourd'hui qui vit déjà une situation très grave, maison affaissée, rupture avec le système scolaire, tout un ensemble de choses qui mériteraient aussi des mesures ciblées, qui sont des mesures dites maintenant sociales, ça peut être ce qu'on appelle ici des mesures ciblées en termes de revenus. C'est-à-dire on peut imaginer par exemple que, en l'instar des mesures de relance qui ont été prises en 2017, en 2018, face à la crise Covid, que l'ANIES, par exemple, cible, c'est-à-dire des transferts monétaires vis-à-vis de ces populations. Ça permettrait de régler beaucoup de problèmes. Que l'ANIES, par exemple, réorganise à l'échelle de ce territoire des mesures, par exemple, de HMO, de travaux de haute intensité de main-d'œuvre, faites par les populations elles-mêmes et pour les populations elles-mêmes. Ça pourrait consister par exemple à des mesures d'assainissement, des mesures de curage de caniveaux, tout simplement, des questions qui pourraient intéresser la jeunesse
déjà de cette partie qui a une démographie très jeune. Donc si on cible les mesures de cette nature, ça pourrait en fait atténuer l'impact négatif de la crise et ça peut être ce qu'on appelle un véritable amortisseur social des conséquences économiques, ce qui est uniquement centré sur ces populations. C'est vers des mesures qu'il faut aller parce que tout simplement, l'espace budgétaire pour amortir le choc à une échelle macroéconomique plus grande, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas, bien que nous avons un niveau d'endettement public, c'est-à-dire en termes de dette extérieure qui se rapproche de 35,5%. Nous n'avons pas ce qu'on appelle ici, du fait de la baisse des recettes, du fait de tous ces éléments d'espace budgétaire pour pouvoir soutenir des mesures de relance de haute portée. Donc il faudrait cibler la relance, il faudrait cibler sur les populations, les entreprises, et puis voilà. Est-ce que dans ce contexte-là, une réorientation des financements est possible? Et quand c'est le cas, on a vu tout récemment, on vient d'assister, et on a connu cette opération financière et dont les montants, les emprunts vont être destinés à la construction des infrastructures. Est-ce qu'il faut craindre une réorientation pour faire face à l'urgence, où l'urgence n'est pas, les conséquences ne sont pas aussi grandes que ça puisse toucher à une planification des affaires? Je parlais justement de l'espace budgétaire qui est assez contraint. Donc l'espace budgétaire existe tout au niveau des emprunts. Ces emprunts justement ont été pris pour des sujets assez spécifiques. On nous a dit c'est pour réduire ce qu'on appelle ici le déficit courant. Le déficit courant, et après on nous dit que ça va construire des infrastructures. Déjà là, on est devant un problème quelque part c'est-à-dire d'incohérence temporelle vis-à-vis du système financier. Parce que d'un problème, si on dit qu'on veut financer le déficit courant, donc ça voudrait dire que le court terme va financer le long terme. Donc nous sommes dans le cas d'un financement totalement spéculatif qui pourrait aboutir... Et là, cette opération, j'ai l'impression que vous ne l'appréciez pas. Non, c'est pas que je ne l'apprécie pas, je l'interprète. Je l'interprète selon les discours qui ont été exprimés là-dessus, je l'interprète. Je n'y apporte aucune forme de critique, je regarde les choses, j'essaie d'interpréter. Quand on dit qu'on veut financer un déficit courant, c'est-à-dire on s'endette à des coûts de maturité, à des taux de maturité qui sont proportionnés à ce déficit courant. C'est-à-dire c'est sur un exercice annuel. Mais si on veut financer les infrastructures, nous sommes finalement sur le long terme. Donc toutes les crises économiques, toutes les crises financières se nourrissent justement de ce hiatus, de cette incohérence temporelle, et ça constitue un véritable problème pour la résilience du système financier de manière générale. Donc je pense que sur la question, le niveau d'emprunt ou bien la réorientation des emprunts dont vous parlez, ça aggraverait, c'est parce que emprunter c'est un contrat. Est-ce que c'est envisageable? Oui, c'est-à-dire les mesures... On peut bien s'attendre à cela, voilà, vu l'urgence qui se présente devant nous. Je pense que il serait plus sage justement de partir ce qu'on appelle ici des mesures ciblées. Des mesures ciblées pour ne pas toucher en fait ce qu'on appelle ici les grands équilibres. Les équilibres budgétaires. D'accord? Relancer une économie n'est pas forcément dire il faut mettre de l'argent. Relancer l'économie, on peut passer par la réglementation, on peut passer par la fiscalité. Autant de mesures qui peuvent avoir un impact direct sur la compétitivité directe des entreprises pour les aider à traverser des mauvaises passes. Maintenant, s'il faut recapitaliser la société à travers des mesures salariales, des mesures sociales beaucoup plus fortes, il y a des instruments qui existent à ce niveau, c'est notamment l'ANIES, qui existe à ce niveau, qui pourrait éventuellement se charger de cette mission, en redéployant ses activités à cette échelle territoriale pour pouvoir mitiger les effets de la crise sociale, de la crise économique au niveau des populations. Alors, au lendemain de cet incendie, 3 mesures phares ont été prises par le gouvernement. C'était le maintien à la maison de tous les travailleurs privés et publics. La deuxième mesure, c'est la fermeture de toutes les écoles publiques et privées également. Et la troisième mesure, c'était la fermeture des stations carburant. Quelle analyse vous faites de ces différentes mesures? Est-ce qu'à vos yeux, c'est ce qu'il fallait prendre comme décision? Si oui, pourquoi? Ces mesures participent en fait d'un carrousel, c'est-à-dire de protection. Est-ce qu'on avait besoin d'étendre la mesure sur le Grand Conakry jusqu'à Dubreka, voilà, et finalement sur toute l'étendue? Ça dépend de votre approche, du regard que vous portez sur la crise. Non, c'est vous qui êtes analyste économique. J'ai vécu ça en direct, de mon balcon directement, j'ai vu
ce feu se déclencher, j'ai vu l'impact que j'ai eu en retour sur la question. J'ai été fortement apeuré. Donc les populations de Kaloum vivent en fait dans cette angoisse. Et nous sommes sur des produits comme le carburant. Nous sommes des produits sur des carburants, donc des risques d'explosion, des risques de dérapage sont importants, des répercussions peuvent être importantes. Donc je pense que ces trains de mesures étaient parfaitement adaptés. Non, ce qu'il dit, l'étendue du territoire national, c'est ça la question. Dans le souci de préserver l'équilibre qu'on a, l'équilibre économique que nous connaissons. Est-ce qu'on avait besoin dans le souci, voilà, donc justement, dans le souci de ne pas perturber. On ne peut pas mettre en tension ces deux questions. L'effort fourni dans le domaine économique déjà. Est-ce qu'il fallait prendre la décision de fermer les stations, sachant bien évidemment que la fermeture a un impact sur l'activité économique. Parce que forcément, il y a la spéculation. A un impact sur l'activité économique. Oui, mais sur quel marché? Le marché local parallèle n'a pas un fort impact. Donc, autrement, vous appréciez ces mesures, c'est ça? Non, il n'y a pas de polémique à trouver autour de ces mesures en réalité. Pourquoi? Parce que nous gérons un impératif sécuritaire. C'est-à-dire que ces mesures-là sont annexées dans ce grand package de gérer l'impératif sécuritaire. Quand on est devant ces sujets, on n'a pas de commentaires à mettre là-dessus et c'est de suivre et de regarder. Qu'est-ce que c'est? Des mesures de protection. Nous devons tous apporter notre union nationale autour de ces mesures pour que ça puisse jouer son plein effet. Je ne pense pas que ce soit des mesures, autres mesures qui impacteraient beaucoup plus l'économie que l'on a dit, notamment quand on ferme par exemple les stations d'essence. Il faudrait imaginer l'éventualité où les stations d'essence étaient ouvertes. Quel serait le prix du carburant? Quel est le niveau de maîtrise des autorités publiques sur le prix qui allait bouger? Et vous savez, il y a un phénomène que les économistes appellent l'inflation structurelle. L'inflation structurelle, c'est-à-dire que quand il y a une rigidité à la baisse des prix, d'accord, des prix nominal, c'est-à-dire que quand le prix atteint un certain seuil et qu'il faut revenir à la situation normale, ça va être compliqué de revenir à la situation normale parce que tout simplement le prix a déjà atteint ce niveau. Il y a un niveau d'acceptabilité sociale qui a été obtenu sur la base de celle-ci. Donc c'est très difficile qu'on revienne à la situation antérieure. Oui, il y a eu aussi, toujours dans le sillage des mesures qui ont été prises, il y a eu cette réunion d'urgence qui s'est tenue hier au siège de la SONAP sous la présidence du ministre, du général Amara, avec le DG de la SONAP, des propositions que je trouve, c'est une appréciation personnelle encore une fois de plus, très salutaire parce qu'on nous parle d'approvisionnement auprès du Sénégal. Je ne sais pas si vous avez pu lire les différentes mesures qui ont été prises. Il y a aussi ces deux mesures qui m'ont beaucoup plus interpellé. C'est l'utilisation des dépôts miniers comme dépôts de réception et aussi il y a la mobilisation des camions étrangers vers la Guinée afin d'accéder. Est-ce que quelles peuvent être les conséquences économiques liées surtout à la réquisition des dépôts des miniers? Est-ce que ça peut avoir un impact sur leur fonctionnement, sur leur productivité? La question, c'est l'équilibre du marché intérieur en termes d'approvisionnement des produits pétroliers. Nous avons notre principal dépôt d'approvisionnement qui est incendié. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait parer au plus pressé. Et les mesures fortes qui ont été prises dans ce sens, intensifier la coopération avec les pays voisins, réorienter les citernes vers l'intérieur du pays, tout cela participerait quelque part, disons, à maîtriser ce qu'on appelle le coût énergétique qui se déclencherait naturellement si ces mesures n'étaient pas prises. Je pense que ce sont des mesures de bon sens, donc elles peuvent aider justement à gérer de la SONAP. Parce que les gens étaient dans l'inquiétude. Je vais poser ma question. D'accord. Tu as fini? Oui. Ok, d'accord. Maintenant, la question, ça m'amène sur la base à la suite de cette information qu'il a donnée. Donc les nouvelles commandes qui vont être faites n'obéiront pas à la structure de prix qui existe la déjà. structure classique. À la structure, oui, bien sûr. Allez-y. Parce que ça va être commandé, ça va être justement important. Notamment au Sénégal. C'est de la réexportation. Voilà, justement. Est-ce que cela, ça ce n'est pas l'économie, ça ce n'est pas l'informel.
Mais est-ce qu'au-delà, ça ne peut pas avoir une répercussion, par exemple, sur les recettes qui devaient... Non, naturellement, ça tombe sur le sens. Voilà, parce que est-ce que ça ne va même pas amener l'État à subventionner? Parce qu'avant, on parle de subventions. En réalité, l'État renonce à des taxes. Mais est-ce que cette fois-ci, ça ne pourrait pas être une vraie subvention? L'État débourser de l'argent pour que le carburant soit vendu à la pompe au prix que nous connaissons. Et qu'est-ce que cela pourrait avoir comme conséquence? La réimportation, comme vous le dites. Non, nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne sommes pas à l'abri d'une hausse momentanée du prix du carburant. Nous ne sommes pas à l'abri parce que toute la chaîne d'approvisionnement a été totalement bouleversée. Les répercussions sont très grandes. Nous ne sommes pas à l'abri. Ça, c'est une question, ça, c'est une vérité qu'il faudrait qu'on se dise. Que le carburant soit réexporté à des coûts initiaux au Sénégal et venu sur le sol guinéen, donc ça implique qu'une partie, la partie qui serait de trop, soit prise en charge par des mesures d'accompagnement pour maintenir, s'il faut maintenir le prix au même niveau sur le marché, ce qui serait fort difficile parce que l'espace, encore une fois, la question c'est le niveau de l'espace budgétaire. Je pense que les mécanismes de marché joueront. Et je pense si on augmente, c'est une crise sociale. Si on augmente pas, c'est un déséquilibre. Si on n'augmente pas, c'est une crise sociale. Non, on peut pas. On va enrichir des tierces personnes. Si on n'augmente pas, il y a un manque de la spéculation important de la part des structures qui se ravitaillent à partir de la structure du prix. Alors, comme le fait. Et il y a beaucoup de travaux routiers qui sont ouverts, beaucoup de chantiers qui sont ouverts, qui dépendent de cela. Non, mais c'est forcément dans un espace-temps qui serait très circonscrit. D'accord? Nous parlons d'un dépôt dont le cycle d'approvisionnement obéit à un cycle saisonnier. Donc voilà, donc ces dépôts aussi, le stock existant, je ne sais pas pourquoi vous rigolez. Le stock, c'est une affaire de stock. Le stock existant aujourd'hui n'existe plus, donc il faut le remplacer. Donc c'est une période conjoncturelle. Et selon vous, il faut le gérer avec des mesures exceptionnelles. Et selon vous, la crise peut durer pendant combien de temps? Ou l'exception? Écoutez, cette crise, ça dépend de la manière dont les pouvoirs publics s'y prennent. Si la crise n'est pas prise en charge, notamment si des mesures de relance ciblées ne sont pas faites. Avec les mesures qui sont déjà prises. Les mesures qui sont prises constituent des mesures d'urgence, qui ne sont pas des mesures de relance. C'est-à-dire de relance économique, parce que les entreprises et les ménages sinistrés ne sont pas pris dans ce package en dehors des mesures d'assistance soutenues par un élan solidaire des populations qu'il faudrait saluer dans cette période. Nous découvrons que nous sommes une nation, devant le péril. Nous sommes tous unis. Et voilà, c'était des choses encouragées. Il faut saluer cette jeunesse. Qui est fortement mobilisée autour de ça. Et donc, la crise serait structurelle si des mesures d'atténuation ne sont pas prises et des amortisseurs sociaux ne sont pas mis en place pour pouvoir gérer les choses avec conséquence. Convenablement.